Corps corps à corps. Et pour ce corps à corps, je suis très heureuse de recevoir Édouard Husson et Yvan Rioufol. Bonjour Édouard Husson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de publication du Courrier des stratèges, auteur des chroniques Les droites de Husson, professeur des universités, ancien directeur général de l'ESCP Europe. Nous sommes également avec Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Clémence Ouliakova. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste bien connu, éditorialiste, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages dont on va citer La guerre qui vient aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors, on revient sur cette question du voile et peut-être que nos auditeurs, quand ils ont entendu ce sujet, se sont dit mais on l'a abordé 1000 fois ce sujet, le voile, comment faut-il interdire le voile, faut-il... Mais en fait, j'ai l'impression qu'on l'aborde mal. Voilà pourquoi on le reprend aujourd'hui avec deux personnes brillantes qui auront la possibilité, je pense, de discuter vraiment du fond. Alors, je reviens, je vous donne les derniers faits tout de même. Lors d'une interview accordée aux Parisiens le 6 janvier dernier, Bruno Retailleau, à l'occasion des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, donc notre nouveau ministre de l'Intérieur, affirme sa volonté d'interdire le voile islamique pour les accompagnatrices des sorties scolaires. Il s'est dit lui-même personnellement opposé à son port, donc au port du voile, à l'université. Il a dit également, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs, donc c'est l'école toujours, et comme c'est interdit à l'école, c'est interdit hors les murs. Voilà, des propos qui ont été désavoués le surlendemain par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, et il faut savoir quand même que 78% des Français sont favorables à une telle interdiction. C'est une enquête CSA du 7 janvier pour le journal du dimanche Europe 1 et CNews. Alors en tout cas, ça a relancé ce débat, ce fameux débat sur le voile, et puis évidemment avec une polémique avec la gauche, notamment on a entendu Antoine Léaumont comparer les opposants au voile à des talibans. J'aurais voulu vous faire écouter les extraits, mais comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes en système D, il n'y a pas d'extrait sonore aujourd'hui. Alors que cherche-t-on vraiment au fond? L'interdiction du voile, mais on peut aussi parler de l'interdiction de la burqa, parfois même pour des motifs un peu tirés par les cheveux, quand on parle au nom de l'hygiène et surtout au nom de la laïcité, la même qui demande donc, comme je vous le disais, une souplesse pour pour certaines références chrétiennes, notamment la crèche de Noël dans les mairies. Eh bien, cette interdiction de la laïcité est-elle vraiment la bonne stratégie pour préserver au final? Parce que qu'est-ce qu'on veut au final? Si c'est préserver l'identité française et ses racines chrétiennes, est-ce qu'il ne faudrait pas le dire en ce nom? Voilà les questions qui se posent. Et je me tourne d'abord vers Yvan Rioufol. Bonjour, et je vous donne la parole. D'abord, il faudrait définir ce qu'est la laïcité. Or, il y a une ambiguïté sur les C'est ça. définitions de la Oui. laïcité. Vous avez des minorités religieuses qui se réclament de la laïcité en y voyant une exigence, une libération de la visibilité des religions. Et puis, vous avez la laïcité telle que nous la comprenons, enfin telle que la France était supposée la comprendre, qui est au contraire une obligation de discrétion. Alors entre ces deux définitions d'une laïcité qui permettrait un affichage d'une visibilité religieuse ou au contraire qui sommerait d'avoir au contraire à les cacher, rien n'est tranché pour l'instant et au contraire c'est plutôt la vision qui est portée par les minorités aujourd'hui qui semblerait s'être invitée dans le débat. Donc moi je n'ai jamais été très convaincu par ce débat posé sur la laïcité, parce que dans le fond, la laïcité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous C'est l'avez ça. suggéré dans votre présentation. Derrière la laïcité, c'est l'islam politique qui est visé. Derrière la laïcité, c'est l'immigration de peuplement, c'est effectivement la fragilité de la cohésion nationale. Donc ce sont ces sujets-là. Moi, je prône depuis très longtemps la radicalité dans son sens étymologique, c'est-à-dire d'aller à la La racine, racine. radix, à la racine Mmh. des choses. Et si vous voulez vraiment aborder ce qu'est la laïcité, vous pouvez naturellement vous bercer de mots en employant ce mot-là, mais c'est un mot qui est devenu creux de mon point de vue, mais enfin peut-être est-ce que je me trompe. Et en tout cas, il faut plus généralement aborder la question de la place de l'islam et singulièrement de la place de l'islam politique, de l'islamisme. Or, je sais bien que maintenant, même Boualem Sansal ne fait plus la différence entre l'islam et l'islamisme, je veux bien l'entendre, mais il y a malgré tout quand même dans l'islam une dimension politique qui dépasse la dimension religieuse. J'accepte naturellement la dimension religieuse de l'islam, je ne me permettrai pas de critiquer des croyances, mais je m'oppose en effet à cette dimension conquérante qui voit justement dans les faiblesses, dans nos faiblesses, une manière d'avoir à s'affirmer dans l'espace public à travers une visibilité. Le voile, les minarets, ça ne s'arrête pas au voile. Le voile est en effet
Alors, c'est pareil, le voile, il y a également une ambiguïté sur le voile. Le voile peut être une tradition culturelle et il y avait par exemple cette mère de famille qui porte le voile et qui est qui était donc la mère de ce soldat français qui avait été tué par Mohamed Merah et elle, se présente toujours avec un petit foulard, et donc c'est assez dérangeant, mais on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir peut-être de perpétuer une tradition culturelle. Mais donc vous avez cette autre ambiguïté dans le foulard, mais vous avez malgré tout un voile qui est vu par beaucoup de jeunes générations de jeunes musulmanes comme un signe politique, comme un uniforme. Et c'est ceci qu'il faut viser. Donc c'est un débat complexe, c'est un débat dans lequel il faut naturellement pas trancher à la serpe, mais il faut quand même pouvoir dire que, en général, ceux maintenant qui portent le voile islamique, alors peut-être faut-il faire une différence avec le simple foulard qui laisserait passer les cheveux, mais en tout cas ceux qui portent le voile islamique dans la jeune génération le portent en signe de rupture, en signe de refus de cohabiter dans le fond avec la société qu'ils ont pourtant rejoint. Et j'avais écrit un livre, en effet, il y a maintenant 10 ans de cela, qui s'appelait La guerre civile qui vient et qui pointait précisément ce risque d'un affrontement qui est un affrontement qui est voulu, en tout cas qui est suggéré, qui est voulu par toute une partie d'une société qui s'est engagée dans un séparatisme. Oui. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois le problème. Ouais, oui, tout à fait. Et on commence déjà à sortir des mots valises, justement, et ces fameux mots de laïcité, comme vous l'avez dit, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, et qui finalement ne pose pas les vrais problèmes. Et voilà pourquoi peut-être aussi on n'arrive pas à régler les différents questionnements. Et vous l'avez dit, ce sont peut-être parfois des personnes qui refusent de cohabiter avec la société qui les accueille. Mais si cette société ne dit pas qui elle est, peut-être aussi que c'est normal que chacun prenne son identité initiale. C'est aussi ça le questionnement, Édouard Husson. Oui, merci, merci Clémence. Dans votre introduction, vous avez utilisé le terme de stratégie à un moment. Vous avez dit Oui, quelle est la bonne stratégie. oui, c'est vrai. Mais c'est mon côté prof, j'entends tout ce que disent Oui. les gens et je fais attention aux mots. Et en même temps, je pense que ce qu'il y a de dramatique dans la question dont nous parlons, c'est qu'on n'est absolument pas dans la stratégie. Quand M. Retailleau fait un débordement dans un entretien avec le Parisien, c'est de la communication politique. Ça n'a rien à voir avec la stratégie. C'est de l'opportunisme. C'est parce que M. Retailleau, il a des bons sondages, il se dit qu'il est présidentiable, parce qu'il y a des gens qui le lui soufflent, il se dit qu'il est celui qui va siphonner l'électorat de Madame Le Pen, etc., etc. Et ça n'a rien à voir avec les questions très, très graves dont Ouais. nous parlons et qui, me semble-t-il, doivent être traitées avec beaucoup de prudence parce que c'est un débat extrêmement complexe. Euh, on parlait à l'instant, Yvan Rioufol disait il peut y avoir un refus de s'intégrer à la société qui vous a accueilli. Mmh. Bon, peut-être. Simplement, moi, je pose une question très simple. Quand on est de droite, quand on est plutôt conservateur, quand on tient plutôt aux valeurs traditionnelles concernant la famille, est-ce qu'on peut être heureux de la forme qu'a prise l'éducation sexuelle à l'école sur un mode monolithique imposé par l'éducation nationale avec la théorie du genre au cœur Mmh. de ce qui est transmis? Bon. Et donc, Vous voulez dire que ensuite, nous-mêmes, ces conservateurs, ces familles conservatrices, enfin traditionnelles, elles-mêmes peuvent être opposées à la société dans laquelle elles sont, c'est ça que vous voulez dire? oui, alors ça peut s'exprimer, je dirais, dans une famille catholique conservatrice, ça s'exprime plutôt dans euh, le repli, le fait d'aller chercher une école privée hors contrat, Bah oui, ouais, ouais. différentes manières. Ensuite, quand on est un jeune catholique, on peut l'exprimer de façon identitaire. Quand on est un jeune musulman, une jeune musulmane en l'occurrence, on peut décider de porter le voile pour se protéger d'un certain nombre d'influences qu'on n'aime pas. Alors, j'essaye de décrire les choses de manière très neutre, mais pour montrer la complexité du débat. Pour revenir au gouvernement, j'entends bien qu'un ministre de l'Intérieur fasse de ça son cheval de bataille, mais est-ce que le ministre de l'Éducation, à savoir Madame Borne, si je ne me trompe pas, est sur la même longueur d'onde que lui? Il me semble pas du tout. Donc, on revient à cette question il y a des choses très graves sur l'intégration des gens à la société française et
on a en même temps un gouvernement qui est peut-être, par la diversité des opinions qui y sont représentées, le plus divisé sur un sujet comme celui-ci Oui. qu'on ait eu depuis longtemps. Enfin, dernier point pour alimenter le débat, c'est on parle de quel chiffre? Je regardais un sondage de février ou mars dernier qui disait il y avait 17% des femmes musulmanes au maximum qui étaient concernées par le port du voile. 17%, ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'on a intérêt à réveiller un débat alors que visiblement l'intégration se fait? Est-ce qu'on a intérêt à réveiller un débat régulièrement par des polémiques politiques qui vont bien évidemment susciter des réactions? Surtout que ces jeunes femmes, vraisemblablement, deviennent très vite françaises, c'est-à-dire qu'elles ont très vite l'esprit de contradiction et que donc, par défi, elles vont porter le voile pour dire à l'État et à la société, on vous emmerde pour parler poliment. Oui. Donc, ouais, mais est-ce que pour autant il faut s'interdire le débat? Là, vous dites finalement ça concerne une minorité de personnes, donc est-ce qu'il faut éviter de remettre de l'huile sur le feu pour simplifier ce que vous dites? Peut-être que non, peut-être que tout simplement il faut avoir ce débat, mais un débat intelligent plutôt que tous se cacher d'un effet derrière cette notion de laïcité qui ne parle ni à la population musulmane, justement, c'est ça qui est intéressant, ni vous l'avez rappelé en parlant des familles traditionnelles. Et c'est pour ça que tout à l'heure je donnais l'exemple de la crèche. Quand des associations laïcardes viennent interdire et faire déboulonner des statues de Saint-Michel ou enlever des crèches dans des mairies, et là, les familles traditionnelles sont désopilées quand fasse appel à ce grand mot de laïcité. Alors pourquoi utiliser le même de la même façon et de manière toujours aussi peu stratégique pour d'utiliser ce terme pour s'opposer au voile? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt affirmer son identité et ses racines? Je me tourne vers vous, Yvan Rioufol. Moi, je voudrais revenir, puisqu'on est là pour alimenter un peu la polémique, si je comprends bien, revenir sur une déclaration d'Édouard Husson qui dit l'intégration se fait. C'est une affirmation, mais qui mérite malgré tout d'être regardée de près, parce que moi, je crains malheureusement que l'intégration ne se fasse plus. D'abord, l'intégration n'est plus exigée de la part des gouvernements successifs. Ils parlent maintenant d'inclusion. Ils parlaient. Maintenant, il y a un petit revirement dans les discours, mais ils parlaient d'inclusion, c'est-à-dire dans le fond, ils invitaient les nouvelles minorités à vivre dans leur propre expression, notamment vestimentaire, mais également de mode de vie, etc. Et puis surtout, vous avez tous ces sondages qui sont apparus il y a maintenant 10 ans et qui se confirment à chaque fois dans la jeune génération des jeunes musulmans, des Français musulmans, qui à plus de 50%, 60%, 70%, cela dépend des sondages, disent qu'ils se raccrochent davantage à la charia, à la loi islamique, qu'à la Constitution française. Oui. Donc moi, je ne vois pas ça comme étant un signe d'intégration, bien au contraire, je vois ça comme étant un signe de séparatisme. Je ne sais pas effectivement quel est je veux bien entendre qu'il y ait une minorité simplement de jeunes filles qui portent le voile, peut-être moins, je ne connais pas ces chiffres-là. Mais je pense qu'il faut tout de même passer outre le fait, je suis également conservateur, donc à la limite, je pourrais comprendre naturellement qu'au cœur de cette société islamique, il y ait des réticences sur les dérives wokistes, on est bien d'accord avec tout ceci. Je ne donne pas tort à toutes ces jeunes filles qui veulent refuser précisément ces dérives-là, mais il faut tout de même analyser ce qu'est le voile quand c'est porté comme étant un signe politique qui reste un signe de soumission à l'homme en fonction de versets qui permettent d'ailleurs au mari de frapper sa femme, etc. Enfin, il y a tout un contexte machiste, sexiste qui normalement devrait horrifier une jeune femme à vouloir justifier le port du voile. Donc ça, c'est ma première chose. La deuxième chose, je trouve que Édouard Husson est un peu sévère également avec Bruno Retailleau, dans la mesure où je pense que le discours politique aujourd'hui doit au contraire faire preuve de courage dans les exigences qu'il peut porter vis-à-vis d'un retour à l'assimilation. C'est ceci qui a été oublié. Alors on peut revenir d'abord à l'intégration, ce qui serait déjà un stade qui serait plus complémentaire, mais il me semble que nous avons oublié cette exigence d'assimilation qui demande à celui qui rejoint la communauté nationale de s'y fondre totalement jusqu'à en oublier
son passé, ou en tout cas à le garder pour lui. Or, on en est très loin. Et ce que demande Retailleau, c'est précisément de revenir précisément à cette exigence d'assimilation, de laisser tomber l'inclusion naturellement, voire même l'intégration. Oui. Et plutôt que d'avoir à développer ce qui semble être le cas maintenant avec ce nouveau Premier ministre centriste, cette politique de l'apaisement dont on connaît tous les vices en général quand il s'agit de courber les chines face à des idéologies totalitaires. On avait vu ça naturellement dans les années 30 face à Hitler, mais je ne pousse pas ce parallèle qui serait naturellement idiot nous concernant. Mais malgré tout, on voit que cette tendance à l'apaisement est quelque chose qui ressort d'une facilité pour le monde politique, alors même que l'on s'épargne de voir ce qu'est aujourd'hui l'islam politique. Or, l'islam politique, et c'est là où je voulais en venir, reste une idéologie totalitaire. Et même si l'on peut comprendre que le conservatisme puisse avoir des vertus, je le mets en priorité, en ce qui me concerne en tout cas, je me suis construit ainsi, je mets en priorité, dans mes priorités, la lutte contre toutes les idéologies totalitaires, qu'elles soient communistes, maoïstes, wokistes ou islamistes aujourd'hui. Or, il me semble qu'il y a une grande somnolence de la part de beaucoup d'intellectuels qui ne veulent pas voir à travers le voile tel qu'il est porté, enfin le voile islamique, tel qu'il est porté comme signe de rupture, qui ne veulent pas voir que derrière ce voile, c'est toute une idéologie totalitaire qui tente également à subvertir l'espace public et à subvertir les esprits. D'autant plus que non seulement il y a une sorte de culpabilité de la société d'accueil, la société française, à, à pointer du doigt ceux qui jouent ce jeu trouble de brandir une idéologie totalitaire, mais qu'en plus, cette idéologie totalitaire est soutenue précisément par ceux qui ont soutenu les idéologies totalitaires du passé. Je veux parler là de toute une extrême gauche qui ne voit pas de problème, effectivement, après avoir soutenu notamment le communisme ou le maoïsme, à soutenir cet islamisme radical, croyant voir dans le musulman le nouveau damné de la terre. Et donc, il y a une perversion intellectuelle. Et moi, j'invite, enfin, tout ça, me définissant en tout cas comme un conservateur libéral et social, mais en tout cas conservateur et libéral, de faire très attention précisément à ce manque de vigilance qui pourrait être porté sur le voile en disant que dans le fond, le voile n'est qu'un signe d'un conservatisme bienvenu et qu'il n'y a pas d'autres signes politiques que simplement de se protéger du regard de l'homme concernant en tout cas les jeunes femmes. Je pense que cette vision est un peu courte. Mais pour revenir concrètement sur le sujet, est-ce que l'interdiction est la bonne solution? Et vous avez parlé de la question et de la distinction entre l'intégration et l'assimilation. Est-ce qu'on fait une assimilation par des interdits, c'est-à-dire par la négation finalement, alors qu'on devrait plutôt demander une action positive, d'aller vers oui, le corps d'accueil, la société d'accueil? Yvan Rioufol, puis Édouard Husson. En ce qui me concerne, c'est ma contradiction. Je suis un libéral, donc effectivement, je répugne à interdire, bien entendu. Je plaide pour la liberté d'expression en tout. Je plaide donc, la logique voudrait naturellement, que j'accepte que les jeunes femmes portent, et d'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait l'interdire, portent ce voile en signe de séparatisme. Simplement, je pense on peut s'en sortir. Alors peut-être faut-il malgré tout interdire ce voile islamique dans des lieux publics, en tout cas à l'école, c'était bienvenu, et on peut réfléchir, et là vous pouvez me rétorquer que je suis en contradiction avec mon ode aux libertés, on peut l'interdire pour les visites scolaires, pour les sorties scolaires, comme le proposait Retailleau, voire peut-être même à l'université. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas céder. Il me semble que la meilleure des stratégies serait la stratégie de la dénonciation, de l'humiliation, et de montrer que toutes ces jeunes femmes qui portent le voile portent dans le fond, le portent en signe d'un ralliement à un islamo-fascisme, à un islamo-nazisme, à une idéologie totalitaire. Je pense qu'il y aurait un aspect presque répugnant, dans le fond, à porter le voile. Alors peut-être accepterait-elle de le porter malgré tout, mais enfin, elle le porterait comme on porterait un uniforme nazi. Je pousse le trait pour bien comprendre ce que je veux dire par là, quand je veux dire que toute une partie de cette jeunesse musulmane ne comprend pas ce qu'est la démocratie, alors qu'elle vit au cœur d'un pays encore de démocrates. Il y aurait beaucoup à dire sur la démocratie française,
et qu'elles, au contraire, veulent se joindre au précepte de la charia, cette loi islamique, qui est donc majoritairement approuvée, si j'en crois les sondages, par la jeunesse musulmane. Or, la charia n'a rien à voir avec la démocratie. La charia, c'est la loi de Dieu, la démocratie, c'est la loi du peuple. Et donc, Ouais. c'est dans cette manière, dans ce shadow banning, si je puis dire, enfin, dans cette manière de dénoncer des porteurs d'idéologie totalitaire, que je verrais davantage une sorte de stratégie, cette fois-ci, pour essayer d'humilier, enfin de désigner en tout cas à la vindicte Hmm. ce que représente le voile et donc ce que représentent ces jeunes femmes qui portent le voile. Oui, peut-être même leur ouvrir les yeux. Édouard Husson. Et leur ouvrir Ouais. les yeux si elles veulent l'ouvrir. Il y a aussi chez elles, effectivement, ça a été dit par Édouard Husson, un raidissement, une provocation qui vient également de la jeunesse elle-même. Et donc, effectivement, en même temps, tout ceci est très compliqué. Je n'ai pas du tout la prétention de clore un sujet, je l'ouvre Bien sûr. simplement avec Mais nous une main aussi, tremblante. et avec vous, et avec cette réflexion sur l'intégration, sur l'assimilation, et l'interdiction est-elle la bonne chose finalement? Interdire, c'est-à-dire on parle d'assimilation, de quelqu'un qui doit aller s'intégrer, et la seule chose qu'en fasse finalement, plutôt que de proposer quelque chose, c'est par la négation, par la négativité, refuser que cette personne porte quelque chose. Édouard Husson. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut regarder les mots qu'on utilise. Quand on parle d'assimilation, qu'est-ce qu'on désigne? Nous sommes les héritiers des Romains, nous sommes des Gallo-Romains, c'est ça notre identité profonde. Donc notre modèle d'assimilation, c'est le modèle romain, c'est de faire des bons citoyens. Je remarque simplement que la Rome antique, qui nous a forgés politiquement, elle était extrêmement prudente dès qu'on arrivait à l'opinion religieuse. Alors, on ne parle pas des phases de persécution du christianisme, mais plaçons-nous au moment de la conquête d'une partie du bassin méditerranéen. Il y a, vers le tournant de notre ère, il y a une très grande prudence et il y a une tolérance sur les mœurs et sur la religion. Euh, En pensant que ça n'est pas au cœur de ce qui constitue la cité. Bon. Donc, l'assimilation, moi je veux bien, effectivement je suis pour l'assimilation, je n'aime pas le mot d'intégration, mais je dirais que on peut rapidement tomber dans une vision totalisante, j'allais dire totalitaire de l'assimilation et qui est peu efficace sur le long terme. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que quel est le champ d'application de la loi? Il y a des lois qui existent. Alors, par exemple, l'interdiction du voile à l'école. Bon, il me semble que, bon an, mal an, cette loi a été plutôt bien appliquée dans la durée, avec beaucoup de tact, parce que la laïcité à la française, il y a beaucoup de non-dits aussi, et il faut qu'il y ait Bah, beaucoup c'est de ça. pragmatisme. Donc il faut de la prudence dans l'application, mais il me semble que ça a marché. En revanche, moi, vous m'expliquez ou en tout cas, j'entends Bruno Retailleau dire qu'il faudrait euh, interdire le voile à l'université. Pour moi, qui ai eu des responsabilités, j'étais vice-président d'université, j'étais directeur de grande école. Franchement, je ne vois pas. Alors, bien sûr, on peut avoir une loi, il faut faire appliquer la loi. Et si la loi n'est pas respectée par tel ou tel étudiant, je convoque la police dans mon établissement, en sachant tous les problèmes que pose l'entrée de la police dans les universités en général. Ensuite, enfin, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça devient totalement contre-productif, puisque d'un côté, on nous exalte l'idéal des Lumières avec l'émancipation par le savoir, et puis de l'autre, je vais exclure une jeune femme qui porte le voile, et donc je vais la couper d'un accès au savoir que théoriquement je voudrais lui transmettre. Pratiquement, moi, je ne vois pas dans l'université comment on pourrait faire. Je voudrais revenir aux chiffres, hein, que je donnais tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a un sondage qui a été fait en février ou en mars 2024, et qui donne 17% des femmes musulmanes qui portent le voile, ou qui revendiquent de le porter, avec d'ailleurs à partir de là une infinité de nuances, c'est-à-dire que chez les jeunes femmes, ou pardon, chez les femmes qui sont immigrées depuis
deux ou trois générations, les jeunes portent plus le voile, ce qui devrait nous poser des questions sur notre capacité à assimiler. Oui, c'est Au ça. contraire, quand ce sont des musulmanes qui sont des immigrés récentes, ce sont les femmes plus âgées qui le portent. Et puis ensuite, on a aussi une infinité de nuances dans les motivations pour le porter. Donc, moi, la seule chose qui me gêne vraiment dans ce que dit Yvan Rioufol, enfin, il y a deux mots que je trouve, il y a un mot que je trouve exagéré, vous avez parlé de totalitarisme. Euh, Là encore, il faut être prudent quand on utilise le terme. Le totalitarisme, c'est quelque chose qui, en sciences politiques, est extrêmement défini. Alors, on peut avoir une idéologie à tendance totalitaire, mais en l'occurrence, je veux dire, même l'Iran aujourd'hui n'est plus une société totalitaire. Donc, si on applique strictement les critères, la, la, la- la deuxième chose, effectivement, c'est quand vous parlez de la charia, bah, il y a quand même une grande diversité de pratiques de l'islam. Et là encore, je redoute ce qui consiste à créer des blocs, là où au contraire, il y a une infinité de nuances et il faudrait plutôt laisser les choses se faire. Voilà, c'est mon point de vue. Vous dites conservateur libéral, moi je me dis conservateur pragmatique. Et je voudrais aussi interroger encore une fois cette notion de laïcité, puisque finalement, est-ce que ce n'est pas elle qui, depuis le début, au nom de la laïcité, interdire ceci ou permettre cela, euh, euh, qui pose problème? C'est-à-dire que on le voit bien, la laïcité demande donc l'effacement des religions dans l'ère du privé, mais finalement, elle a provoqué une forme d'ère du vide dans le sacré. Alors que on le voit d'ailleurs dans le retour des traditionalistes chrétiens, il y a une véritable recherche du sacré. Est-ce que si on avait une société qui ne reniait pas son sacré, donc celui de ses racines évidemment, les racines chrétiennes, eh bien, est-ce que finalement l'assimilation ne se ferait pas de manière plus facile? Je pense à d'autres pays, par exemple la Russie. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle La Sainte Guerre de Poutine, je crois que c'est comme ça. Et en fait, pour dire que justement, Poutine réussit à rassembler derrière lui des religions très très différentes et très opposées, des Loubavitch, des orthodoxes et des musulmans. Et pourquoi? Parce que finalement, pour tous, il y a cette reconnaissance du sacré. Et c'est peut-être ce que nous avons, c'est peut-être là qu'on a tort, et je reviens sur cette notion de laïcité. Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû, plutôt que de brandir un terme qui bannit toute notion du sacré ou du religieux, eh bien, le reconnaître et justement mettre en avant nos racines chrétiennes qui nous permettraient finalement de mieux assimiler, paradoxalement, parce qu'on ne sait pas dans notre mode de pensée habituel, mais finalement qui nous permettrait de mieux assimiler les autres religions. C'est aussi la question qui se pose, Yvan Rioufol et Édouard Husson. Vous parlez d'or, chère Clémence, naturellement, cela faciliterait les choses si la France ne s'était pas déchristianisée, mais c'est un fait aujourd'hui culturel que depuis 1789, il y a eu un lent effondrement qui a été d'ailleurs voulu par les politiques, qui a fait qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu en tout cas marginal et n'est plus un facteur de fédération. Moi, je prends naturellement, sinon on pourrait retrouver une harmonie dans les différents peuples, mais les constructions ne peuvent se faire maintenant que d'une manière politique. Alors on peut revenir naturellement à ce qu'avait dit Stanislas de Clermont-Tonnerre en 89, de ne rien accorder aux Juifs en tant que nation, et tout accorder aux Juifs en tant qu'individus. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour les musulmans, parce que dans le fond, parce que les musulmans pour l'instant ont un sort qui est autrement plus sympathique que celui qui a pu être celui dévolu aux catholiques à l'époque. Et puis, on pourrait aussi, dans le fond, leur demander de comme le grand Saint-Nédrin l'avait fait sous Napoléon en 1806, je crois, de demander à la communauté juive d'accéder à un certain nombre d'exigences compatibles avec la société d'accueil. Et donc, on pourrait effectivement faire cette épreuve d'autorité d'un État si cet État avait encore une certaine autorité, mais ce n'est Ouais, plus le cas. une Et colonne si vertébrale. les minorités étaient relativement minoritaires, comme pouvaient l'être les Juifs encore au XIXe siècle, où ils ne représentaient pas 50 000
personne même pas, tandis que maintenant, la société musulmane représente enfin des millions de personnes. Bon, donc voilà, donc il y a eu quand même il y a un déséquilibre démographique qui fait que maintenant les forces en présence nous empêchent d'avoir ces exigences culturelles, ces exigences politiques. On pourrait effectivement, Édouard Rousseau dit que la charia est effectivement multiple dans ses approches. J'entends bien entendu ce propos-là, mais il n'empêche que la charia reste un socle assez défini dans un code juridique, qui est le code d'ailleurs, qui est en fait celui du Coran, parce que le Coran est à la fois un livre religieux, un livre commercial, un livre politique, il y a une constitution, donc il y a le code juridique est là. Alors peut-être pourrait-on demander effectivement aux musulmans de faire la différence entre l'application de la charia, qui me semble être problématique, moi, dans une démocratie, et puis simplement la validation des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire le jeûne, le pèlerinage, etc. Enfin, je ne vais pas vous énumérer quelles sont les 5 exigences de l'islam qui s'imposent, mais enfin, ces exigences-là n'imposent pas de séparatisme dans leur application. Même le ramadan ou la pèlerinage à la Mecque, ça ne mange pas de pain, si je puis dire. On pourrait simplement demander aux musulmans de s'arrêter à cette pratique religieuse, et simplement religieuse, et de laisser tomber les possibilités politiques qu'offre le Coran. Mais je remarque, mais tout ceci, je jette ça dans le débat public, mais je remarque que le débat public, malgré tout, n'a jamais été posé dans ces termes-là. J'aimerais beaucoup Tout d'ailleurs à que fait. le débat soit posé dans ces termes-là, et ce ne serait d'ailleurs ni à moi, ni à M. Husson d'avoir à le régler, mais plutôt aux musulmans eux-mêmes. Dans le fond, c'est à eux que l'on demanderait s'ils s'accordent pour pérenniser une charia qui me semble maintenant venue d'un autre âge, qui vient d'un autre âge, mais qui n'a pas subi beaucoup de modifications, puisque le Coran est un texte incréé donc qui ne peut pas être relu par l'homme, enfin en tout cas si j'en crois la lecture littérale du Coran. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir en vous disant cela, mais donc il faudrait effectivement qu'il y ait un grand débat qui s'installe et qui soit un débat qui soit mené par les musulmans eux-mêmes et pas simplement par nous-mêmes. Mmh. Et Édouard Husson, alors peut-être souhaitez-vous répondre aussi à ce que vient de dire Yvan Rioufol, mais concernant ce retour au sacré tout simplement, est-ce que ce serait pas ça, plutôt d'interdire au nom d'une laïcité, eh bien d'assimiler au nom du sacré? Je simplifie. Oui, alors d'abord, comme le disait Yvan Rioufol, nous ne sommes plus dans la situation de 1800 où l'État traitait avec des toutes petites minorités. Aujourd'hui, il y a effectivement, c'est difficile à estimer, puis est-ce qu'on parle de musulmans pratiquants, est-ce qu'on parle de gens de culture musulmane, mais il y a effectivement sans doute 5 à 6 millions de musulmans en France. Euh, donc effectivement, le problème peut se poser autrement. Euh, mais je crois que ce qu'on disait au début de l'émission, ce que vous disiez, Clémence, est vraiment la clé de tout. La perte du sacré. Et c'est pas simplement le sacré au sens du christianisme ou du judaïsme ou de l'islam. C'est aussi le fait que nos républicains de stricte observance, appelons-les comme ça Ouais. pour s'amuser, aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que la République. Ils ont finalement, ils nous répètent depuis 40 ans que la souveraineté, c'est pas bien et puis c'est fini. L'avenir, ça serait l'Europe, ou bien l'avenir, ça serait la communauté euro-atlantique, etc. Et c'est vrai que si on prend tout ce débat, quand même, moi, ce qui me frappe, et peut-être qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est que depuis 40 à 50 ans, on nous impose de réfléchir en termes ethnoculturels qui ne sont pas des termes de la tradition politique française. Parce qu'au fond, l'obsession de l'islam, appelons les choses par leur nom, dans une partie du discours politique, c'est très américain. Ça nous vient de cette obsession pour l'origine des gens, leur ethnie, leur religion, leur couleur de peau. Tout ça nous a été imposé par la gauche, une gauche très américanisée à partir des années 70. Et je regrette d'ailleurs que la droite soit tombée dans le piège de ce débat depuis 40 à 50 ans. Et en face de ça, effectivement, je crois que la République française ne sait plus ce qu'elle est. On parlait de Rome tout à l'heure. Il fut un temps où
euh, tous les républicains à l'Assemblée pouvaient citer du latin, pouvaient citer Cicéron et se voyaient comme les héritiers des débats sur le forum ou sur l'agora athénienne. Il y avait cette culture gréco-romaine qui définissait la République et la monarchie elle-même se voyait comme l'héritière des Romains. Tout ça a disparu. Et pour finir très simplement, c'est vrai que quand je parle avec un musulman, quel que soit son âge, eh bien, si je lui parle de la République, il comprend pas de quoi je lui parle. Si je lui dis que je suis catholique, là, il commence à comprendre et on engage le dialogue. Et je crois que ça en dit long sur la crise contemporaine. Voilà pourquoi je suis, vous l'avez compris depuis le départ de cette émission, très prudent sur le sujet du voile, parce que je pense que quand on n'a pas de repères sur lequel s'appuyer et de point de vue d'où parler, il vaut mieux éviter de vouloir imposer quelque chose aux autres. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris que c'était un vaste sujet qu'on pouvait encore développer pendant très longtemps. Certains nous ont reproché de diviser ici pendant ce débat. Je crois qu'on a justement fait le choix de choisir deux personnes qui se connaissaient, Édouard Husson et Yvan Rioufol, pour qu'on puisse avoir un débat justement non violent, qui recherche vraiment l'intelligence de la compréhension. Voilà, on a vraiment fait le choix justement de ne pas mettre des personnes qui s'opposeraient bêtement par principe ou par catégorie. Donc vraiment, je ne crois pas qu'on cherche à diviser, c'est absolument pas le cas. Vous le savez bien ici sur Talkstone, d'ailleurs on cherche plutôt à réunir d'où que vous venez, et d'ailleurs c'est le cas, je le vois dans les personnes qui nous écrivent. On a toute la France, on a des gens à l'étranger, on a des chrétiens, des traditionnalistes, et on a beaucoup de musulmans aussi qui nous écoutent, et c'est absolument pas là pour exclure les musulmans, mais justement pour tenter de trouver une solution peut-être autre que une laïcité qui ne signifie plus grand-chose, même pour les dits français de souche. Voilà un peu le questionnement qu'on avait. Merci encore Yvan Rioufol, je rappelle ce livre La guerre qui vient aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci encore Édouard Husson, je rappelle que vous êtes auteur des chroniques Les droits de Husson, directeur de publication du Courrier des stratèges. Merci à tous les deux.